Rebienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, nous allons voyager avec un entrepreneur qui a quand même plusieurs cordes à son arc et je nomme Monsieur Marco Bernard. Bonjour Marco, bienvenue. Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Salut Lucie, comment tu vas? Moi, ça va super bien et toi? Ça va très très bien, je suis vraiment content d'être là avec toi. J'ai été retardé un petit peu, mais on y arrive, on va le faire, on va réussir à faire notre entrevue. Mais ne t'en fais pas Marco, les entrepreneurs, c'est toujours comme ça, hein? On a des agendas, mais c'est très difficile de les garder comme elles sont convenues originalement. On doit toujours jouer avec notre horaire, puis c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça. Il faut être agile. Oui, tout à fait. Donc, dis-moi, Marco, toi, là, l'entrepreneuriat, c'est arrivé comment dans ta vie? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que c'est arrivé déjà tout fait ou c'est quoi ton parcours? Y a-tu vraiment un entrepreneur qui va te dire, qui t'a déjà dit, c'est arrivé déjà tout fait? Il y a eu un mode d'emploi, puis c'est arrivé. Il n'y en a pas beaucoup pour moi, là. Je te dirais que, tu sais, si papa avait l'entreprise, ça arrive tout fait, mais ils ont d'autres défis. C'est d'autres préoccupations. Exact. Il n'y a comme pas de mode d'emploi précis. Écoute, oui, mon père a toujours été en entreprise, en affaires. Et puis, en fait, il était employé, mais il était employé à peu près l'équivalent d'un an et quelques là, avant de décider d'acheter la compagnie dans laquelle il était arrivé. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai toujours eu des modèles dans ma vie, des modèles d'entrepreneurs. La majorité de mes oncles aussi, du côté de mon père, étaient entrepreneurs. Donc, ça m'a amené à baigner là-dedans très, 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 très rapidement. J'ai d'ailleurs, à un certain moment, je dirais au début de l'adolescence, là, à peu près, là, au milieu de l'adolescence pour moi, début de l'adolescence pour mon frère qui est 3 ans plus jeune que moi. À un moment donné, je me rappelle, on était à un souper, puis mon père il nous avait dit à mon frère et à moi, les gars, si jamais vous avez une idée d'entreprise ou quoi que ce soit, puis que vous voulez vous lancer là-dedans, ben parlez-moi-en, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. On va analyser le dossier ensemble, puis on va regarder ça. Puis, ça n'avait pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Fait que une couple de mois plus tard, je dirais, je devais peut-être avoir 15-16 ans, peut-être. Fait qu'une couple de mois plus tard, après ça, j'ai décidé de lui proposer un projet d'un bar pour 14-18. Donc, ici au Québec, on dit, ça s'appelait comme ça, là, un 14-18. Parce que moi, dans ma jeunesse, étant adolescent, on allait veiller, entre guillemets, dans des bars 14-18. C'est là qu'on allait danser, qu'on allait rencontrer nos futures flammes et tout ça. Fait que c'était là que ça se passait. Puis cet établissement-là avait fermé alors que j'avais à peu près ça 16 ans, à peu près. Fait que ça avait fermé. Fait que là, ça faisait déjà quelques mois que c'était fermé. Fait que j'ai dit, garde, il y a vraiment une opportunité là parce que moi, je l'avais vécu à titre de client. Il y avait vraiment beaucoup de monde là tout le temps. Et puis, fait qu'on a dit, OK, ben on a fait une petite étude de marché, là, rien d'exhaustif, là, mais vraiment quelque chose d'intéressant, pareil, pour se donner une idée, premièrement, de ce que ça coûtait pour partir ça, s'il y avait des locaux qui étaient disponibles, blablabla. Fait qu'on a fait vraiment le tour de la question. Puis finalement, on a ouvert un établissement comme ça au centre-ville de Granby. On avait 8400 pieds carrés sur 2 étages. C'était vraiment un super... c'était un super bel établissement où il y avait beaucoup de sécurité. Fait que c'était des jeunes qui étaient très, très, très encadrés. Et puis, on a roulé ça pendant 1 année et demie. Jusqu'à temps qu'on se rende compte que finalement, il y avait trop de mois qui étaient faibles pour le nombre de mois qui étaient bons.
dans ce domaine-là parce que c'était saisonnier. Tu sais, dans l'été, les jeunes sont en vacances, sont en camping, sont n'importe où. Fait qu'il y a comme 2 mois et demi, 3 mois que les jeunes ne sont pas là. Quand le retour à l'école arrive, ben là, on commence à les revoir un peu. Puis après ça, ben, quand il y a les tempêtes d'hiver, ben, les parents ne veulent pas sortir pour venir les reconduire. Dans le temps des fêtes, encore une fois, c'est mort. Fait que, bref, il y avait beaucoup de mauvais côtés. Et puis, en même temps, mais on s'entend, c'est une clientèle qui n'a pas nécessairement beaucoup de sous. Là. C'est des jeunes. Fait que la dépense moyenne par client là-dedans, c'était vraiment faible. Fait qu'en bout de ligne, on a décidé de tourner ça en bar, en établissement pour adultes là, après ça. Puis on l'a vendu quelques années plus tard. Mais ça a été ma première vraie expérience parce que j'ai toujours été quelqu'un qui organisait un paquet de trucs, là, des ligues de sport à l'école, un paquet de trucs avec le sport aussi, puis tout ça. Fait que toujours été très impliqué là-dedans, mais ma première vraie expérience entrepreneuriale, ça a été ça. Ben, écoute, c'est fascinant parce que tu es parti d'une passion, de quelque chose que tu aimais, puis tu as dit, ben regarde, moi, je vais en faire en entreprise. Puis effectivement, c'est pas évident. On appelle ça un bar, mais il n'y a pas de boisson, là. Fait que c'est difficile non. de faire des revenus, là. On vend juste des bouteilles d'eau et de liqueur, là, finalement. Là. Ouais, ben non, ben on avait une offre de service qui était vraiment étoffée pour les besoins de la cause, pour ce qu'on faisait, parce que, écoute, on avait à ce moment-là. On appelle ça des smart drinks. C'est comme l'ancêtre du Red Bull, mettons, on va dire. Là. Après ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On avait on avait des bars à bonbons. Fait qu'on avait tout ce qu'on trouvait à l'époque dans des dépanneurs, là, les fameux bonbons à 5 cents, ces trucs-là, qu'on mettait dans des petits sacs en papier brun, puis tout ça. Fait que ça, on avait ça. On avait, qu'est-ce qu'on avait? Ben, toutes les barres de chocolat, toutes les chips. On avait du popcorn, des machines à popcorn qu'on louait de temps en temps aussi. Puis tu sais, c'était quelque chose de vraiment intéressant parce que à l'époque, là, puis tu sais, les plus, j'allais dire les plus vieux, pas les plus vieux, mais les plus jeunes ne sauront probablement pas ce qu'on veut dire, quoique ça existe encore, mais Musique Plus, à l'époque, si on parle, mettons, des années 90, la fin des années 90, début des années 2000, Musique Plus, c'était vraiment, tu sais, si on regarde les artistes qui ont sorti de là, les Véronique Cloutier, les Michel Goyette, les Philippe Fémieux, les Geneviève Borne, ça a toute partie à Musique Plus, ça, avant d'avoir éventuellement une carrière ailleurs, tu sais. Donc, et c'est tous des gens qui ont passé chez nous, qui sont venus animer des soirées chez nous dans le bar. Fait que vraiment, on avait des activités similaires à ce qui se passait dans un bar, un débit de boisson de 18 ans et plus, avec les mêmes invités qu'on pourrait avoir, les mêmes features qu'on peut dire. Là. Il y a eu des bands, il y a eu des DJ invités, un paquet d'affaires comme ça qu'il y avait dans des bars à l'époque, puis qu'il y a encore à certains endroits, peut-être à Montréal, plus en région, il n'y a plus ça, des bars comme ça. Là. À l'époque, il y avait plusieurs bars à 18 plus à Granby où j'habite, puis ça fonctionnait très fort. Mais bref, on avait vraiment des belles activités, mais c'est ça. Donc, il n'y avait pas assez de revenus pour rentabiliser tout ça. Et qu'est-ce que tu as retenu le plus de cette première entreprise-là, Marco? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus comme entrepreneur? Ce qui m'a marqué le plus, puis tu sais, faut mettre tout ça en contexte, parce que quand on recule, à ce moment-là, il n'y avait pas d'Internet. On est en 80, on est en 93, 94, 93, disons, à ce moment-là. Donc, l'Internet n'était pas là. L'Internet est arrivé en 96, puis le bar, le 14-18 a déjà fermé en 96. C'était difficile d'amener des gens chez nous dans un établissement, que ce soit le 14-18 ou encore le bar après. On a vécu, ni plus ni moins, un peu les mêmes problématiques. C'est-à-dire que c'est très, très, très difficile d'amener du monde dans nos entreprises si on ne comprend pas toute la psychologie derrière tout l'aspect décisionnel. Je veux dire, pourquoi le client choisirait de venir chez vous plutôt que d'aller chez le voisin? Fait que, fait que c'est ça. Fait que c'était puis ça m'a pris plusieurs années avant de réaliser ça. Puis j'ai eu plusieurs abandons / échecs, semi-échecs, mettons, parce que ce bar-là, on a fini par le vendre en bout de ligne. On a perdu de l'argent avec. On a fini par le vendre. Fait que, est-ce que c'est un échec? Non, parce qu'au final, tu le vends, puis, tu sais, bon. Mais, dans les faits, si on regarde sur le papier, qu'est-ce qui s'est passé? Le chiffre est rouge en bas. Fait que, tu sais,
c'est un échec un peu aussi en même temps. Fait que, bref, mais c'était un bel apprentissage, je dirais. Un bel apprentissage, mais de comprendre. Et ça, avec le recul, quand j'étais rendu à la fin des années 2000, début 2010, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, OK, il faut vraiment qu'on étudie qu'est-ce qui se passe avec ça. Là. Pourquoi ça a été un flop? Tu sais, pourquoi? Ben, pas un flop, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné comme c'était supposé? Parce que moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Là, tu sais. De l'intérieur, là, j'ai vu des soirs là, où on avait 800 personnes dans 8000 pieds carrés. Là. Wow. Puis là-dessus, on avait des tables de poule. Là, tu sais. Il y a plein de pieds carrés que tu ne peux pas compter. Là. Le bar, on avait 2 bars, on ne peut pas compter ça. On avait une grosse cage d'escalier, on ne peut pas compter ce piétage-là. On avait un gros vestiaire, on ne peut pas compter ça. Le bout du DJ, on avait des tables de poule qu'on ne peut pas compter. T'sais, bref, il y a plein de piétages qu'on ne pouvait pas compter. C'est beaucoup de monde dans 8000 pieds carrés qui n'est pas habitable. Mettons, on avait peut-être 5000 pieds qui étaient habitables là, réellement. C'est beaucoup de monde là, dans un si petit espace. On a déjà eu, je pense, le record qu'on avait eu, c'était même, je ne sais pas si c'était pas 900 quelque chose qu'on avait eu. Fait que, tu sais, de l'intérieur, tu vis ça, tu dis, hey, 900 quelques personnes, c'est du monde à la messe, s'il vous plaît. Mais tu sais, en bout de ligne, il y a des soirs qu'on était 54. Là, donc, oui, c'est ça. c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais au Marco qui avait 16 ans aujourd'hui? Ce serait quoi ton conseil de cette première entreprise-là avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Parce qu'on va raconter ton parcours par la suite, mais ce serait quoi que tu irais dire au Marco de 16 ans? Là? Ben, le Marco de 16 ans, là, il n'est pas tellement différent de celui de 46. Là. Mais mettons que le Marco de 16 ans, c'était quelqu'un qui avait un gros ego. Puis il acceptait difficilement d'aller chercher de l'aide. Fait que, avec tous les bons côtés que ça amène, parce que, tu sais, quand tu veux faire les choses à ta façon, puis de te débrouiller toi-même, ben, t'apprends. Je veux dire, à force de faire les choses, même si tu te plantes, tu finis par apprendre pareil. Mais ceci dit, c'est sûr que si j'avais eu cette humilité-là de pouvoir trouver la personne qu'il fallait pour m'entourer, ben, et ça, je l'ai développé, mais bien plus tard. Tu sais, comme j'ai dit, j'ai eu ce réflexe-là à la fin des années 2000, début 2010. J'ai commencé à avoir ce réflexe-là. C'est là que j'ai commencé à investir en développement personnel, en coach, en mentor. C'est là que j'ai commencé à le faire avec les résultats qu'il y a aujourd'hui. Tu sais, puis comme tu dis, on pourra en reparler, mais définitivement, ce serait le conseil que je donnerais au petit Marco. Je dirais, écoute, assis-toi sur ton ego, un petit brin, là, à le cave, puis va voir s'il n'y aurait pas des gens qui ont passé, qui ont marché dans le sentier avant toi, puis qui seraient capables de te dire, ben fais attention, il y a une branche là, puis il y a un trou là, puis il y a le piège à ours en avant, fais attention pour ne pas tomber dedans. mais même si on essaie de dire ça à nos enfants qui ont cet âge-là, anyway, ça ne marche pas de toute façon. Non, mais tu me poses la question. Moi, j'ai le droit de dire au petit Marco de 16 ans. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Donc, là, écoute, on a eu le bar après ça qui vendait de la vraie boisson, mais là, Marco, avais-tu 18 ans au moins? Là? Il était-tu capable de rentrer dans son bar? En fait, j'ai ouvert le 14-18. On a ouvert le 14-18, je pense, finalement. Il a été développé pendant que j'avais 17. OK. Mais il a été lancé, moi j'ai eu 18 le 1er avril, il a été lancé officiellement le... Écoute, je vais te dire, autour de ça, là, j'ai pas la date exacte, mais je pense que c'est soit fin mars ou fin avril. Fait que c'est soit j'allais avoir 18 ou je venais tout juste d'avoir 18. Parce que je me rappelle que c'était à la fin d'un mois, mais je me rappelle pas si c'est mars ou avril. Okay. Et puis donc, oui, j'avais 18 quand on a eu le bar, mais le bar, je ne l'ai pas opéré. En fait, il y a un de mes oncles qui a toujours œuvré dans le domaine de l'hôtellerie et qui habitait à l'extérieur de Granby, mais qui était revenu à Granby à ce moment-là depuis quelques mois. Puis quand on a décidé de faire le move à ce niveau-là, on a dit, garde, c'est le gars tout indiqué pour s'occuper de ça parce qu'il avait toujours travaillé dans l'hôtellerie, restaurant, bar, salon de quilles, hôtel, etc. Fait que c'était la personne qu'il fallait pour opérer. Là. OK. Donc, la suite de ça, là, on est rendu avec un bar, un vrai bar. Et tu l'as gardé combien de temps, ce bar-là? Comment ça s'est passé? Le bar, on l'a gardé. Tu vois, au total, cette aventure-là a duré entre 3 et 4 ans. Fait qu'un autre année et demie, grosso modo, une année et demie, 2 ans. Puis après ça, on a vendu ce bar-là.
Fait que c'est ça. Puis au fil de ça, là, à partir de ce moment-là, là, il y a eu vraiment une succession d'entreprises que j'ai démarrées, en tout cas, surtout démarrées, là, parce que comme je t'ai expliqué il y a quelques instants, je suis quelqu'un qui aime suivre son inspiration puis faire les choses un peu comme à sa façon. Fait que c'est ça, j'ai démarré des entreprises. J'ai eu une entreprise dans le domaine de la photographie. J'ai eu une entreprise, j'ai été courtier en impression. J'ai eu une entreprise d'articles promotionnels qui a été, pas fermée, mais abandonnée, puis qui a été reprise quelques années plus tard, puis qui est encore là aujourd'hui. J'ai eu un sport-études en hockey. J'ai eu, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? En tout cas, bref, il y en a eu 18 au total. Oh, quand Ouais, même, c'est ça. quand même! Au total, là, il y en a eu 21 au total, puis il y en a encore 18 qui sont là en affaires, toujours disponibles présentement. Il y a eu une équipe de hockey éventuellement qui s'est greffée à ça, une équipe de hockey junior que j'ai eue pendant 15 ans, qui a été vendue l'année passée, en 2020, elle a été vendue. Elle est encore là d'ailleurs, donc elle, c'est une des 3 qui est encore fonctionnelle. En fait, même c'est 4 qui est encore fonctionnelle parce que le sport-études fonctionne toujours aussi, le sport-études de hockey que j'avais lancé au début des années 2000. Là. Ouais. Quand même. Mais tu étais encore propriétaire de ces entreprises-là ou tu as vendu complètement? Là? Non, j'ai vendu. Le hockey, je l'ai vendu. Le sport-études, c'était pas vraiment une entreprise, c'était plus un projet qui avait été lancé. Il n'y avait pas nécessairement de. Il y avait comme un petit salaire qu'on se sortait de ça, mais il n'avait pas été pensé comme étant une entreprise. Mais la personne, après ça, moi, j'ai eu à quitter la région pour aller coacher au hockey à un haut niveau. Fait qu'à ce moment-là, j'avais juste comme laissé les rênes de ce programme-là à quelqu'un d'autre qui, lui, en a fait une entreprise par la suite. Mais c'était bâti comme une entreprise, c'est juste que ça n'avait pas été incorporé en tant que tel. OK. Mais, donc, une chose qui est claire dans ton parcours, c'est que tu voulais être entrepreneur. Là. Ça, c'était clair. En fait, je me suis jamais vraiment posé la question à savoir si j'allais être autre chose dans la vie. Oui, non, c'est ça. Tu sais, c'est une entreprise après l'autre. C'est comme on va essayer quelque chose à un moment donné. C'est comme on va trouver sa voie. Parce que, tu sais, Lucie, globalement, là, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale, j'avais 12 ans. Oh, OK. Fait que là, j'ai commencé à travailler là. Puis il y a eu 2 étés où à un moment donné, mon père m'a dit non, vas-y travailler ailleurs. Vas-y, tu vas voir c'est quoi. Fait qu'il y a 2 étés, j'ai été moniteur de terrain de jeu. Oh! J'ai travaillé pendant l'été à titre de moniteur au baseball. Donc, on enseignait le baseball à titre de camp de jour, mettons, on va dire ça comme ça. Oui. Puis j'adorais ça. J'ai toujours été impliqué dans le sport, fait que j'adorais ça. Puis j'ai été aussi salarié à titre d'entraîneur au hockey, dans du hockey de haut niveau, junior majeur, au midget 3. J'ai été salarié là. Mais sinon, le reste du temps, j'ai été maître de ma destinée. Et là, suite à ça, à quel moment tu as découvert, parce qu'en fait, aujourd'hui, ton entreprise, est-ce que tu dirais que c'est ce que tu as qui t'a le plus, pas influencé, mais qui t'a le plus drivé l'entreprise que tu as actuellement, ou il y en a eu d'autres avant ça? Bien, on a une entreprise familiale que j'opère avec mon père et mon frère. C'est une entreprise où on fait des articles et vêtements promotionnels. Ça, c'est une entreprise qui est là depuis 1956, qui a été rachetée en 80 par mon père. Okay. Et puis, à la base, c'était une entreprise qui faisait de la confection de vêtements. On en fait encore d'ailleurs, mais c'est de la confection de vêtements à la base. On a eu jusqu'à 150 employés où on faisait que de la confection de vêtements à un certain moment. Puis bon, avec, disons, le tournant de l'année 2000, à peu près, plus ou moins autour des années 2000, d'abord, il y a eu le Mexique qui s'est pointé. Après ça, il y a eu la Chine qui est arrivée. Puis après ça, tous les pays d'Orient qui se sont greffés à ça. Ça a fait qu'il y a eu, au Canada, là, on a passé de 88 000 travailleurs dans le domaine de la confection de vêtements à moins de 10 000 en l'espace d'une année. Fait que c'était littéralement, ça a vraiment, tout le monde, le domaine complet a été mis sur le cul à partir du moment où la Chine puis l'Orient s'est mis dans le décor. Là. C'est sûr. Mais donc, ouais, c'est ça. Donc, cette entreprise-là, donc c'est là qu'on a décidé de greffer à ça un département qui faisait des articles et vêtements promotionnels parce que ça, il fallait le faire ici, il fallait le sourcer ici directement au Québec. Donc, on a fait ça. On a développé ça graduellement. On a 200 000 de chiffre d'affaires. L'année d'après, on était à 300. L'année d'après, 350. L'année d'après, 500. Puis à un moment donné, on est allé jusqu'à 1 point quelque chose avant la pandémie.
Bravo. dans ce département-là précisément. Fait que c'est pas énorme, mais en même temps, c'est quand même un bon petit chiffre d'affaires pour une petite entreprise comme la nôtre. Puis on a toujours une vingtaine de couturières qui est là. Fait que globalement, on a une entreprise qui a une trentaine d'employés présentement là, et que j'opère, comme je disais, avec mon père et mon frère. Et ça, c'est toujours là. Donc ça fonctionne. C'est quelque chose qui m'a toujours drivé dans le sens où je trouve ça intéressant, le côté créatif qu'il y a dans cette entreprise-là, parce que, bien évidemment, l'idée, c'est de sortir des campagnes qui sortent de l'ordinaire, qui font rayonner les entreprises, mais par le biais d'objets promo physiques. Donc, faire prendre vie à une marque, mais via un objet, c'est vraiment intéressant. Fait que le côté créatif m'a toujours bien gros drivé là-dessus. Et évidemment, avec la pandémie, on a eu, comme la majorité des entreprises aussi, on a eu un bout un peu plus tough là, avec la pandémie, décidément. Puis c'est encore le cas, là, c'est encore au ralenti de ce côté-là. Mais bref, tout ça pour dire que c'est une entreprise qui me drive vraiment, sur le plan créatif du moins. Et l'autre entreprise qui est l'Académie du podcast, que tu connais parce que tu es impliqué à titre de cliente dans cette entreprise-là, c'est une entreprise qui, me drive, mais exactement pour les mêmes raisons, mais dans d'autres perspectives. C'est-à-dire que le côté créatif, moi, quand je commence à créer du contenu, là, c'est encore ce matin que je créais du contenu pour une immersion qui s'en vient, comme tu le sais, dans quelques jours. Là. Et puis, my God, que j'ai du fun à faire ça. Tu sais, c'est vraiment, quand je suis dans le créatif, là, je peux tellement m'amuser. Puis c'est parce que je sais que le contenu, la valeur qui va être là, va être intéressant. Je le sais que, tu sais, comment je pourrais dire ça? J'ai la possibilité, j'ai la chance et la possibilité de faire vivre tout ce que j'ai eu comme expérience depuis, comme je te disais tantôt, la fin des années 2000, tout ce que j'ai accumulé comme expérience, j'ai la possibilité de le faire vivre à travers du contenu que je rends et puis que je mets ça disponible à des clients qui en ont besoin. Fait que, je veux dire, ça vient chercher un peu les valeurs que j'avais quand j'étais jeune. Parce que quand j'étais jeune, moi, au secondaire, je voulais être prof. Okay. Parce que je voulais aider les gens. J'aime ça enseigner. J'aime ça aider les gens à se transformer. Tout ça, j'adore faire ça. Puis ça a été ça dans le domaine du sport parce que au baseball, au hockey, c'était encore ça. Puis je voulais vraiment... Tu sais, je me disais tout le temps comme entraîneur dans le sport, je voulais d'abord et avant tout faire de l'ensemble des athlètes qui me passaient dans les mains, je voulais en faire des meilleures personnes avant d'en faire des athlètes. OK. Fait que vraiment les aider à s'épanouir autant comme personne que comme sportif. Fait que c'est les mêmes valeurs qui se ramènent au niveau de l'entreprise après, puis que, dans le fond, je prends tout ce que j'ai accumulé comme expérience, puis je mâche ça, je prends tous les tests que j'ai faits, je les remets, puis tu sais, comme je te disais, j'étais en train de préparer du contenu ce matin, puis je me disais, OK, il faut vraiment que chaque truc que je vais amener comme enseignement dans l'immersion, que je vais être capable de le prendre puis de trouver des exemples. Fait que là, je suis allé fouiller dans mes affaires, aller checker des exemples, aller retrouver des exemples, dire, regarde, ça, là, quand tu l'appliques, c'est ça que ça donne. Ça, là, quand tu l'appliques, c'est ça que ça donne. Fait que là, c'est pas juste de la théorie que tu lances dans les airs. Tu sais, donc, ça, ce côté-là, là, je suis tellement allumé quand je fais ça. C'est vraiment... bref, je me considère très privilégié de pouvoir faire ça à travers l'Académie du podcast. Puis, étant donné que c'est un domaine qui est vraiment en ébullition présentement, littéralement, le podcasting, ben ça fait en sorte que vraiment, on a des histoires absolument incroyables qui nous arrivent dans l'académie. Des fois, il y a des gens... Encore hier soir, il y a quelqu'un qui m'envoie, une académicienne qui m'envoie un message puis qui me dit « Marco, désolé, j'ai pas pu être du rendez-vous pour ton... on avait un événement hier, puis elle me dit « J'ai pas pu être de ton rendez-vous parce que finalement, il y a eu une cliente qui, suite à la diffusion de mon premier épisode, m'avait demandé un appel découverte, puis finalement, elle a signé un contrat. Donc, après le premier épisode, elle a signé un contrat parce qu'il y a quelqu'un qui est allé écouter son premier épisode. Tu sais, c'est tellement du bonbon, là, ces choses-là. Fait que, ouais, c'est vraiment ça. Mais qu'est-ce qui t'a amené au podcast, Marco? Un chum de hockey et du collège, en fait, que j'ai rencontré, que j'ai revu, en fait,
après qu'on se soit perdu de vue pendant une bonne dizaine d'années, je dirais. Écoute, on s'est revus en 2012. On doit s'être perdu de vue, même plus que ça. On s'est perdu de vue, je dirais, autour de 95 à peu près. 94-95, on s'est perdu de vue. Puis on s'est revus en 2012. Donc, ça veut dire à peu près quasiment 20 ans, là, entre 15 et 20 ans. Et puis, un moment donné, on fait une soirée retrouvailles avec les gars de hockey. Les gars de hockey de notre année finissant, mettons, la dernière année qu'on a joué au hockey, tout le monde, ou presque. Et puis, je parle de hockey mineur, là. Et puis, on se fait une soirée au restaurant, puis à ce moment-là, j'avais mon équipe de hockey. Fait que j'ai dit aux gars, j'ai dit, regardez, on va organiser un souper, on s'en va à telle place. On vient, on soupe là, puis après ça, on s'en va regarder la game de hockey. Je réserve la loge de l'équipe, puis on est tout le monde dans la loge, puis on va aller regarder la game. Fait que... petite soirée de boys, hockey, tout ça. Puis ça donne que je suis assis directement en face de ce chum-là. Okay. Et puis, parle jase, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise, je fais de la consultation, blablabla. Puis il me dit, j'anime un podcast. Là, moi, je dis, un pod de quoi? De quoi tu parles? C'est quoi ça, un podcast? C'est quoi ça? Puis là, il m'explique c'est quoi. Puis là, il me dit, écoute, j'ai reçu des gens vraiment intéressants. Tu sais, il dit, tu iras voir ça. Puis là, il prend mon téléphone. Puis là, il me montre comment avoir accès à un podcast. Fait qu'il il m'abonne sur son podcast. Fait que moi, je me dis, OK, je vais aller revoir ça, tu sais. Puis finalement, après quelques semaines, je décide d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Puis je découvre que il a reçu des gens comme Serge Beauchemin, Daniel Henkel, Mitch Joel, Grant Cardone, Gary Vaynerchuk. Il a reçu ces gens-là dans les 50 premiers épisodes de son podcast. Un petit Québécois qui habite à l'Ange Gardien en Montérégie. Là, tu fais comme, attends une minute, là, c'est impossible. Là, je veux dire, Fait que là, j'y parle, puis là, bon, OK, parfait. Fait que là, j'ai dit, OK, il faut absolument que je goûte à ça. Fait que j'ai décidé de lancer mon podcast en 2014. Fait que, ça, c'était à la fin de 2012 quand on s'est croisés, ou peut-être début 2013, mais en tout cas, fait que pendant quelques semaines, là, avant que je décide de finalement jeter un coup d'œil à ça, là, finalement, j'écoute, là, j'y reparle. En tout cas, bref, finalement, en 2014, je décide de lancer mon podcast. Puis ça va avoir duré 6 épisodes, puis j'ai abandonné après ça parce que j'avais pas la structure, j'avais pas ce qu'il fallait, puis j'avais surtout pas de ressources en français, à part ce chum-là qui connaissait ça, mais j'avais pas d'autres choses, j'avais pas d'autres ressources. Donc, j'ai abandonné. Là, j'ai repris le même chemin que j'avais pris à la fin des années 2000, début 2010, c'est-à-dire je suis allé me chercher des mentors, je suis allé me chercher des coachs, je suis allé me chercher des formations. J'ai à peu près tout consommé ce qu'il y avait en anglais, parce qu'il n'y avait rien en français. Et puis, fait que tout ce qui grouillait de formation, de mentors, de ci, de ça en podcasting, j'ai à peu près tout consommé à ce moment-là. J'ai même engagé un coach à ce moment-là, j'hallucinais. J'ai dit, OK, ça me prend le parrain, le gars qui enseigné, qui est le nom, tu sais, je veux dire, c'est le parrain du podcast. Là. Fait que ce gars-là, à ce moment-là, en 2000, là, on recule en 2016-17 à peu près, là, parce que j'ai relancé mon podcast en 2017. Ce gars-là avait mis au monde à peu près 40% des podcasters qui étaient dans le top 100 de iTunes. Toutes catégories confondues. C'était littéralement le nom à avoir. Alors, je le contacte, je dis, écoute, j'aimerais ça avoir du coaching, puis tout ça. Fait qu'il me dit, OK, parfait, il n'y a pas de problème. Il dit, je peux t'offrir 3 heures de coaching, ça coûte 3500 US. Là, après avoir ramassé mes dents, j'ai dit, OK, 3500. Hey, je n'étais pas proche d'avoir déjà investi ça dans un coach, dans un mentor ou dans une formation. Je n'étais pas proche. Là. Fait que j'ai dit, OK, j'y vais. Oh, OK. T'as vu ça, écoute, t'as-tu vu ça comme une dépense ou un investissement à ce moment-là? Les deux. Les deux? Les deux, parce que on dirait que quand tu ne l'as jamais vécu, au départ, ton premier réflexe, c'est ça va me coûter ça. Mm-hmm. Parce que tu ne peux pas voir la retombée. Mais ce que j'ai réalisé après coup, c'est que cette personne-là avait mis au monde une formation qui maintenant n'existe plus parce qu'au moment où j'ai fait le coaching avec lui, il venait d'abandonner sa formation pour faire un changement dans sa vie professionnelle complètement, s'en aller complètement ailleurs. Il allait plus dans le mindset à la Tony Robbins puis tout ça. Okay. Fait qu'il abandonnait toute la partie formation podcast.
Mais moi, ce que je voulais, c'était à son cerveau de... si tu avais à repartir ça aujourd'hui, là, parce que toi, tu l'as parti en 2010, mais là, si tu avais à le faire aujourd'hui, en 2017, tu ferais quoi? C'était son cerveau que je voulais avoir pour ça. Absolument. Fait que, avec le recul de ce que j'ai aujourd'hui, c'était une valeur inestimable ce qu'il m'a donné par rapport à ça. Alors oui, c'était un investissement, mais à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, je le voyais pas comme ça de façon... En tout cas, j'espérais que ce soit ça, mais dans les faits, j'avais pas de certitude que ça allait être ça. Tu le donnes avec une retenue dans la main, tu sais. Ouais. Mais on va croiser les doigts. Lucie, j'ai longtemps mis un screenshot de cette facture-là dans mes webinaires. Pour dire à quel point, à un certain moment, il faut que tu crois en toi, puis il faut que tu fasses le shift de dire, hey, là, il est temps que, je décide de me prendre en main. 2, j'aille chercher les ressources, les outils que j'ai besoin. Puis, pour revenir à ce que je te disais tantôt, les gens qui ont déjà marché le sentier avant toi, il l'avait lancé, cette entreprise-là, lui, puis il l'a roulé pendant 7 ans de temps. Pourquoi je me priverais d'avoir le cerveau de ce gars-là pendant 3 heures de temps avec moi? Hey, peux-tu te dire que je me préparais vraiment pour ces rencontres-là? C'était hallucinant parce que je voulais aller chercher chaque scène, hein? Chaque minute, je voulais aller le chercher. Ouais. Il devait avoir 3000 questions pour les 3 heures. Exact. Puis c'est en anglais en plus. Tu sais, c'est pas ma langue maternelle. Je comprends très bien l'anglais, mais quand vient le temps de le parler, pour être sûr de bien exprimer ce que tu veux avoir, des fois, ça... Fait que, c'était spécial. Mais finalement, j'ai fait une entrevue avec ce gars-là. C'était ma première entrevue en anglais que j'ai fait avec un invité en anglais. J'ai eu ce gars-là, puis c'était le premier de quelques invités anglophones que j'ai eu qui sont des invités absolument fabuleux. Pas que les invités francophones sont pas fabuleux de mon côté, mais les invités anglophones que j'ai eus, ça a été vraiment des étoiles. Là. Ça a été que des étoiles. Là. J'ai pas eu de mettons, comment est-ce qu'ils appellent ça? Non, des B-listers, là, qu'ils appellent, ou des C-listers, là, je n'ai pas eu de ça en anglais. J'ai juste eu des A-listers. Mais est-ce que tu dirais que c'est grâce à cet investissement-là que tu as fait, vu que tu avais déjà un gros nom au départ, c'est plus facile d'avoir d'autres invités du même genre? Ben, c'est sûr que quand tu approches, tu sais, je vais te donner un exemple. J'ai eu ce gars-là, j'ai enregistré son épisode à lui alors qu'on était dans un événement à Philadelphie qui s'appelle Podcast Movement. C'est le plus gros événement de podcast orienté business au monde. OK. C'est aux États-Unis. C'est 3, 4. Ils sont peut-être rendus, mais là, peut-être avec la pandémie, ça a réduit. Mais la dernière fois, là, ce que j'avais entendu, c'était 3500 personnes là, qui étaient là, de 3500 podcasters qui étaient là pour orienter business. Vraiment une track business. Là. Parce qu'il y a le Paris Podcast Festival qui est encore plus gros que ça, mais il n'y a pas de track business nécessairement. C'est vraiment plus pour amener les gens, sensibiliser les gens au podcast et tout ça, puis c'est gratuit. Alors, j'ai fait l'entrevue avec cette personne-là directement pendant l'événement. Il s'appelle Cliff. Donc, j'ai fait l'entrevue avec Cliff à ce moment-là. Et j'avais relancé pendant près de 6 mois le directeur de Google Podcast. Google Podcast venait tout juste de lancer son application qui, avant, s'appelait Google Play. Mais depuis que ça s'appelle Google Podcast, ils ont nommé un directeur en charge de ça. Puis ce directeur-là, je courais après pour l'avoir en entrevue parce que je lançais mon podcast qui s'appelle l'Académie du podcast. Aujourd'hui, on est rendu à 180 épisodes à peu près. Ouais. Mais ça, c'est l'épisode 2 et 3 que je te parle. Là. Donc, 2, c'était Cliff, puis 3, c'était Zach ou vice-versa. Zach étant le directeur de Google Podcast. Et quand j'ai parlé avec Zach, au début, c'était comme, tu sais, poli, mais pas trop, tu sais. Puis quand j'ai dit, mon premier épisode en anglais, ça va être l'épisode avec Cliff, là, il fait comme, OK, là, j'ai commencé à avoir son attention. Oui, c'est ça. Ben là, tu es en train de me dire, Marco, qu'une clé du succès, il faut que je paye quelqu'un pour être sur mon podcast qui est très connu, qui est une étoile, là. C'est ça? Non, parce que, Cliff, je ne l'ai pas payé. Non, je comprends. Je ne l'ai pas payé pour être sur le podcast. Je l'ai engagé comme coach. Oui. Mais tu sais, est-ce qu'il m'aurait... Je pense qu'il m'aurait dit oui, pareil, parce que c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui, spontanément, va aller sur pas mal toutes les shows auxquelles... En tout cas, si je me fie à ce qu'il faisait à l'époque. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui? Je pense que oui, parce que pour le suivre un peu à distance, je pense qu'il n'a pas changé de mindset par rapport à ça. Et tu sais, c'est beaucoup plus facile qu'on pense aller chercher des gens pour être sur notre podcast, pour être invité sur notre podcast.
des invités, même si c'est des invités de marque, quand on s'y prend comme il faut pour attirer ces gens-là, c'est, je te dirais, facile d'avoir un score de 7-8/10. Là. Oui, bien, en fait, c'est ce que tu apprends dans l'académie, Ouais. effectivement. Et c'est pour ça qu'on va chercher des coachs comme toi. Et tu es, de mémoire, tu es un des seuls francophones encore à ce jour ou. Ouais, non, mais il y en a, là, tu sais. Quand on a lancé l'Académie du podcast à la fin de l'année 2018, on était les seuls. Il n'y avait personne d'autre. OK. Il y avait des OK. consultants, tu sais, il y avait des gens qui faisaient de la production de podcasts, ça, il y en avait, Oh, ou oui. des gens qui pouvaient te consulter, que tu pouvais consulter pour t'aider à démarrer un podcast en tant qu'entreprise. Mais des formateurs, des gens qui avaient une formation en ligne ou de l'accompagnement continu comme on offre, ça, il n'y en avait pas. Là, depuis, il y en a eu. Ah ouais, Il y en a eu qui se sont greffés, spécialement depuis la pandémie. J'en voyais un justement il y a quelques jours à peine sur LinkedIn. Il y avait une formation, une espèce de formation sur plusieurs semaines, là, un accompagnement sur plusieurs semaines pour aider à lancer le podcast. Donc, puis c'est très correct, là, je veux dire, il y a tellement à faire au niveau du podcast. Il y a tellement à faire pour aider à faire connaître le podcast. En anglais, il y en a des tonnes, mais en français, il n'y en avait pas beaucoup. Puis là, ben, il commence à en avoir de plus en plus, puis c'est très, très, très correct. Parce que nous, chez nous, ben, on a notre façon de se démarquer. Puis ailleurs, ben, ils auront d'autres choses pour se démarquer. Oh, Puis tout à fait. c'est très correct parce que ça veut dire juste qu'il va y avoir une offre qui va être un peu plus intéressante, puis ça va faire en sorte que le podcast va être encore plus valorisé partout, puis il va être plus accessible aussi de la bonne façon parce qu'il y a une statistique qui est vraiment difficile à entendre au niveau du podcast, c'est qu'il y a 80% des podcasts qui ne se rendent pas au 7e épisode. Puis ça, ben, très, très, très souvent, ça vient du fait que les gens n'ont pas de structure au départ. Je l'ai dit tantôt, moi, au 6e, j'ai abandonné mon premier parce que je n'avais pas de structure derrière. Une fois que j'ai eu ma structure et que j'ai décidé de commencer à lancer ça, ben, j'avais au moins ce qu'il fallait pour m'amener des bons invités puis faire en sorte que j'avais ce qu'il fallait pour avoir une belle histoire avec mon podcast. Et puis, par la suite, ben, j'ai greffé à ça des stratégies de com que j'ai expérimenté au départ avec mon podcast. Et quand j'ai vu les résultats que j'ai transformés dans ma formation, que j'ai ajouté à ce qu'on a dans la formation pour faire en sorte que c'était pas juste une histoire de comment lancer son podcast, comment faire la structure derrière, comment trouver le nom, la technique derrière tout ça, puis après ça, la promotion, le marketing. C'était pas juste ça, c'était la monétisation, c'était vraiment la conversion, comment convertir les gens et tout ça. Fait qu'on a ajouté tout un module complet qui allait directement en lien avec ça, suite à des tests que j'ai faits, puis à des stratégies que je suis allé chercher à droite et à gauche, dans plein d'autres domaines, mais que j'ai adapté au podcasting pour faire qu'on puisse être capable de le faire aujourd'hui puis d'en bénéficier. Parce que, dis-moi, il y en a qui peuvent vivre seulement du podcast. Là. Ils peuvent faire ça et très bien vivre, faire une belle vie. Ben oui. Ben, on a juste à penser, il y a Mike Ward, l'année passée, il avait donné la statistique, son podcast sous écoute a généré 400 000 pendant l'année 2020. OK, imagine. Donc, on a juste. Puis là, on parle pas de. Je parle pas d'un Américain ou je parle pas Non. Je suis en train de parler d'un Québécois, là. Et je pourrais même aller jusqu'à dire un petit Québécois, parce que, on s'entend, Mike Ward, là, c'est pas Yvon Deschamps, là. Puis c'est pas. C'est pas tout le monde qui l'aime. Il y a un marché, il y a une niche de gens. Fait que, c'est pas le grand public en général. Exactement. Puis c'est un très bon humoriste, mais c'est un humoriste qui est très niché, très précis. Il est très. C'est un humour qui est décapant, qui est corrosif, même à la limite. Fait que, je ne sais pas tout le monde qui aime ça. Puis, donc, je le qualifierais pas de grand humoriste. Je le qualifierais d'un humoriste qui a réussi dans sa niche très précise. Et ben c'est ça. Donc, il a réussi à aller chercher des beaux revenus avec ça. Fait il y a plein de façons de monétiser un podcast. Mais je pense que la plus belle qualité du podcast, c'est le fait de pouvoir développer la relation émotionnelle et la relation de proximité avec ton audience. À mon avis, c'est ça la grosse. Ce que je remarque, moi, c'est que depuis que j'ai mis de l'avant ces stratégies de com-là dont je te parlais, on appelle ça la vente par infusion dans l'Académie du podcast. Donc, depuis qu'on a mis de l'avant ces stratégies-là, puis qu'on les a testées, puis qu'on les applique, évidemment, après ça, on les a brandés comme vente par infusion, puis on les a mis dans notre plateforme. Mais depuis qu'on applique ça, ce que je remarque, c'est que graduellement, on a un client qui arrive, disons, au mois de septembre. Et là, je regarde parce qu'on a dans notre ce qu'on peut appeler notre CRM, là, notre fameux notre outil de vente, là, si on peut dire, notre outil de communication avec les clients. Parce que je remarque, c'est que le client est arrivé depuis le mois de janvier.
Mhm. Et là, whoop, il a consommé un podcast, il a consommé un épisode ici, il a fait ça, il a téléchargé un item qu'on a annoncé dans un podcast parce qu'on a développé ces stratégies de com-là, puis on lui a vendu pourquoi c'est important pour lui de faire un pas de plus vers nous, un Ouais. pas de plus vers nous. Puis un moment donné, ben, cette relation de confiance-là se bâtit au fil du temps. Puis quand on arrive à un certain moment où là, vraiment, il y a un déclic qui se fait chez le client, ben on est le no-brainer pour faire affaire avec nous. Là, donc, je remarque qu'il y a beaucoup de clients qui sont là depuis des mois, mais qui finalement finissent par acheter parce qu'au fil du temps, on a bâti cette confiance-là avec eux. Bien, en fait, c'est ce qui est le fun avec le podcast, c'est que peu importe ton expertise ou ce que tu as à dire, on peut se trouver une audience. Là. Comme on disait, Mike Ward, c'en est un exemple où est-ce qu'il y avait une niche particulière, mais je pense que chaque individu peut trouver une audience qui lui ressemble, qui est intéressée à ce qu'il a à dire, si tu as une expertise ou tu as quelque chose à dire en particulier. Ben exactement. Puis tu sais, cette relation de proximité-là vient essentiellement du fait que le podcast, c'est le format de création de contenu qui te permet d'avoir le plus grand nombre de minutes passées avec ton auditeur. Le temps moyen d'attention sur un podcast, c'est 30 minutes. Le plus proche, c'est dans de la vidéo, puis on est à 4 minutes. Quand Tout le même. reste est en bas de ça. Donc, les Ouais, publications, c'est ça. les blogs, tout ça, c'est tout en bas de ça. Mm. Donc, tu sais, on parle de 8 fois plus de temps. Donc, c'est sûr que, oui, on va avoir moins de gens qui vont être là sur un podcast parce que c'est plus difficile à découvrir un podcast. Tu sais. La vidéo, si tu la mets sur YouTube, tu as toute la machine de Google qui est là derrière pour te référencer. C'est beaucoup plus facile de te trouver. Le podcast, c'est plus difficile. La découvrabilité du podcast, c'est plus difficile. C'est une autre façon de promouvoir, c'est une autre façon de faire le marketing. Mais, une fois que la personne est chez vous, ben là, tu as le temps d'y parler, tu as le temps de développer la relation avec elle. Et ben, c'est ça qui fait qu'en bout de ligne, c'est de loin le format qui convertit le mieux au final. Parce que si tu regardes, tu sais, si tu as, je sais pas moi, 500 personnes qui viennent regarder une vidéo sur YouTube, puis tu en as 50 qui viennent sur ton podcast, bien, si on fait juste une règle de 3, là, puis dans les faits, c'est pas comme ça parce que la minute que la personne passe avec toi sur YouTube, c'est pas la même minute qu'elle passe avec toi sur ton podcast parce que tu es littéralement en conversation avec la personne à ce moment-là. Mais juste x8, je veux dire, on a la même statistique. Je veux dire, si on a 50-60 personnes qui viennent regarder, qui viennent écouter un podcast, puis on en a 500 sur YouTube, bien, on a la même statistique là, en temps d'écoute. Fait que, en bout de ligne, c'est ça. C'est vraiment, c'est juste pas les mêmes objectifs. Mais si on parle de conversion, au final, on veut vraiment transformer notre temps d'écoute en dollars ou en conversion, mais on a la possibilité de le faire beaucoup plus facilement avec le podcast qu'avec n'importe quel format de création de contenu. Mais tu dis, Marco, on est en conversation avec les gens. Comment tu as trouvé ça, toi, les premières fois, d'être tout seul en arrière de ton micro, puis de devoir t'habituer à jaser en imaginant les gens, finalement? La majorité des podcasteurs, tu sais, comment je pourrais dire? Le parcours au travers lequel ils passent, c'est qu'au départ, spécialement les gens qui ne sont pas nécessairement habitués de faire des conférences. Les gens qui sont habitués de faire des conférences ou de donner des webinaires sur le web ou des choses comme ça, mais souvent, c'est des gens qui vont avoir cette facilité-là de parler sans qu'il y ait le rebound de la discussion qu'on a dans un live sur Facebook, par exemple, ou qu'on a sur un Instagram ou peu importe, dans un webinaire aussi. Donc, si on fait abstraction du côté commentaire, du côté interaction, ces gens-là, souvent, ont cette habitude-là et on le sent. Les gens qui ont une habitude au niveau de la conférence et tout ça, ben, ces gens-là, quand ils arrivent en podcast, sont moins dans leur tête. Ils sont vraiment, tu sais, ils savent, ils ont le contenu, ils comprennent, ils sont capables de le livrer, puis il n'y a pas de souci. Alors que ceux qui ne sont pas habitués, ben, ils ont ce réflexe-là à développer de devoir sortir de leur tête puis vraiment de livrer les choses à la base avec leur cœur. Comme on est capable de le faire quand on est en conversation. Parce que quand on est en conversation, on n'est pas en train de lire quelque chose. On n'est pas en train de lire un bullet. Même si c'est juste des bullet points, on n'est pas en train de faire ça. Là. On n'a pas une conversation avec une liste de cases à cocher, puis OK, je t'ai parlé de ça, OK, je t'ai parlé de ça. On est en discussion. Exact. Donc vraiment, ça va venir plus, ça va être plus authentique, ça va être aussi plus vulnérable.
Mais ça vient avec la pratique, ça vient avec... puis oui, il y a des trucs là, qu'on peut mettre de l'avant, mais ça vient beaucoup avec l'expérience, avec la pratique, avec le fait de le faire. Puis petit à petit, ben, on vient on apprivoise cette petite bébête-là de micro qu'on a devant nous. Puis, ben, on discute avec notre micro comme on discute avec Pierre, Jean ou Jacques. À la limite, on met des belles photos de Pierre, Jean, Jacques, puis on jase avec nos photos. C'est un des trucs qu'on a. Dis-moi, Marco, est-ce qu'il y a un aspect du podcast qui un jour t'a déjà pas fait pleurer, mais qui t'a vraiment ça, c'est plate. C'est plate comment ça s'est passé. Oui, ouais. Un côté peut-être plus difficile du podcast qui est venu te toucher? Le plus difficile, je pense, dans le podcast, c'est l'interaction avec son auditoire. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que, tu sais, on a beau dire, on sort les statistiques de notre show, on dit, OK, j'ai eu 100 personnes qui viennent en moyenne à chaque fois sur mon show, j'en ai 50 ou j'en ai 500, peu importe. Mais dans les faits, on les voit pas, ces gens-là. On n'est pas capable de mettre de nom dessus. T'sais, parce que la personne, elle a beau être abonnée à notre podcast, on ne sait pas si elle est abonnée à notre podcast. C'est ça. Fait que ça, c'est le côté plate. Mais c'est pour ça que je dis aux gens, arrêtez de regarder vos statistiques. Je suis correct, je ne les ai jamais regardés. Fait que j'ai aucune idée. Moi, je continue. Je ne sais pas s'il y en a qui m'écoutent. Fait que... Parfait. On le saura. Ben, regarde, on va inviter les gens à nous écrire. Tiens, Lucie. Écrivez-nous si vous êtes rendu là dans cet épisode-là et que vous nous écoutez. Démontrez-nous que vous nous écoutez, s'il vous plaît. On-tu demande de mettre des likes, quelque chose, à quelque part? Ou... Ah, ben, envoyez-nous un. Hein? Venez nous écrire sur nos pages Facebook, envoyez juste un cœur ou un thumbs up, ça va être, tu sais, bon. J'ai écouté ton podcast. Exact. Exact. Parce que oui, c'est vrai, c'est le côté difficile, ça. Mais dans les faits, Lucie, ce qui arrive, c'est que il y a des façons de mesurer. T'sais, comme je te disais tantôt, moi, je regarde dans mon CRM, je le vois, les gens ils ont cliqué pour aller écouter un épisode. Ils ont écouté le Christy d'épisode, là. Je veux dire, je le sais qu'ils ont écouté l'épisode. Hey, moi, j'ai peur d'aller voir. Tu peux non, pas mais le dans savoir. le sens, mais la statistique, elle vient pas de ma plateforme d'hébergement qui me dit que j'ai tant de statistiques. Elle me vient de mon CRM qui me dit précisément qui a écouté l'épisode. Ah, OK, ben je suis pas rendue là. Fait que tu m'as ceux qui sont dans mon CRM, ces gens-là, je le sais s'ils écoutent ou pas. Parce que si je l'analyse étape par étape, puis dans le fond, ce que j'ai fait, c'est pas compliqué, là, c'est que j'ai pris, disons qu'on a une promotion, on a 45 nouveaux clients qui arrivent, je prends ces 45 clients-là, j'imprime les fiches clients, je les ai ici, les fiches clients, là, j'en ai 20 là, devant toi, là, présentement. Ouais. On n'est pas à l'audio, on se voit, là, Lucie et moi, mais j'ai une vingtaine de fiches clients ici que j'ai imprimées parce que je voulais analyser, justement, c'est quoi le parcours de cette personne-là, qu'est-ce qu'elle ouvre pas, aller pousser plus loin l'analyse. Puis c'est là que je me rends compte que la personne qui achète, dans 80% des cas, c'est quelqu'un qui a déjà consommé un podcast parce qu'elle a cliqué à quelque part dans les derniers mois, elle a cliqué sur un lien qui l'amène sur un épisode. Donc, après ça, elle a-tu écouté au complet? Elle a-tu écouté 5 minutes? Elle a-tu écouté 30 secondes pour être tannée? Je le sais pas. Ça, j'ai pas cette statistique-là. Mais je sais qu'elle a cliqué et qu'elle s'est rendue à écouter au moins les premières secondes. Mais ça doit faire du bien, au moins, de savoir que tu fais quelque chose puis ça convertit ce que tu fais. Donc, les gens sont intéressés à ce que tu... C'est comme je dis, quand on est jeune podcasteur comme moi, puis on a peur de regarder ces statistiques-là, je me dis, je pense que je vais regarder dans un an. pas tout de suite. À moins qu'il y ait quelqu'un qui m'écrive, tu sais, Lucie, j'ai acheté grâce à ton podcast. Je vais peut-être commencer à regarder les chiffres, mais tu sais, en Lucie, même temps, je t'invite à regarder. Peur. Puis je le fais souvent avec les académiciens. Pose la question. Tu sais, mettons, la personne arrive dans ton univers, là, un petit formulaire qui dit, je sais pas moi, par où tu es arrivé, as-tu déjà écouté mon podcast, tu sais, as-tu déjà vu un live sur Facebook, es-tu abonné à mon groupe Facebook? Juste ces trucs-là, un petit questionnaire qui prend 3 minutes à répondre, puis tu vas l'avoir, l'information. Ouais. Non, tout à fait. Moi, je peux te dire que depuis que j'ai compris la force de ça, j'ai intégré dans toutes mes séquences de vente
Et toutes mes séquences de ce qu'on appelle séduction, c'est-à-dire que quelqu'un vient télécharger quelque chose, ça déclenche une liste de X nombre de courriels qui sont envoyés automatiquement à ces clients-là pour qu'ils apprennent à me connaître un peu plus. Mais ça passe inévitablement par chacun de mes 3 podcasts et même plusieurs épisodes. Donc, si j'ai une séquence, disons, de 8-10 courriels, ben, il va en avoir peut-être 4 ou 5 qui vont présenter en contexte une histoire qui va être développée autour d'un épisode de podcast qui va faire en sorte que la personne va pouvoir me connaître et qui, peut-être, ultimement, va s'abonner à mon podcast pour avoir d'autres histoires du genre dans le futur. Elle a aimé. Exact. Ouais. Écoute, Marco, c'est magnifique. Je pense qu'on pourrait en discuter encore pendant des heures et des heures. Fait que, si tu le permets, on va arrêter ça maintenant, mais on se redonne rendez-vous officiellement l'année prochaine. On continuera l'histoire du podcast parce que me semble que j'ai encore plein de questions pour toi. Quel serait, là, maintenant, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, quel serait le truc que tu donnerais aux auditeurs, justement, qui ont peur de partir leur podcasting ou qui ne savent pas trop comment commencer? Ce serait quoi le truc que tu leur donnerais? Ben écoute, premièrement, je vais t'en donner 2. C'est-tu correct? C'est parfait, c'est parfait. Okay. La première chose que je te dirais, c'est, moi, je compare souvent ça aux hommes. Les hommes, en général, sont jamais prêts à s'engager avec une femme, ou rarement. Ils sont jamais prêts à avoir des enfants. Mais dans les faits, là, le jour où il y a un déclic qui se fait, où on rencontre la bonne madame, où on décide de le faire, on décide de faire le pas, on se rend compte qu'on était bien plus près qu'on pensait. Que ce soit pour l'enfant. Tu sais, le jour où on apprend que notre conjointe est enceinte, là, on a la grosse panique qui s'installe. Tu sais, j'ai passé par là, je n'ai 4. Là. Fait que j'ai passé par là. As-tu eu 4 paniques? La première fois, littéralement, là, là, une rencontre d'un soir, je peux-tu te dire que ça peut difficilement être le plus paniquant que ça. Okay. Mais, avec le recul, quand tu te dis, OK, sur le coup, c'est sûr, c'est la pire affaire qui peut m'arriver. Puis, avec le recul, à quelques semaines, quelques mois plus tard, c'est la plus belle chose qui peut m'arriver. Oui, c'est ça. Hein? Ben, c'est la même chose avec le podcast. On n'est jamais réellement prêt. Mais dans les faits, on est prêt. Parce que si tu fais juste te poser la question, je devrais-tu me lancer un podcast? C'est parce que déjà, tu as un message à passer. Fait que si tu as un message à passer, tu es prêt. Là, après ça, le reste, la seule chose qui te reste à faire, ça, c'est mon deuxième truc, c'est de t'équiper. C'est d'essayer d'avoir ce qu'il faut comme ressources, comme gens autour de toi qui vont t'aider à lancer ça. So, on a un challenge qui est là, qu'on anime plusieurs fois par année. Qui est gratuit. Qui est gratuit, ben oui, c'est gratuit. Là, dépendant le moment où vous écoutez cet épisode-là, ben, c'est disponible academypodcast.com/challenge. Puis ben, le prochain va être annoncé selon le moment où vous prenez cet épisode-là. Mais c'est ça. Donc, à partir de là, ben, c'est d'aller. Ça donne toute la base. Parce que le challenge, c'est lance ton podcast qui cartonne en 5 jours. Fait que ça, c'est un challenge intense sur 5 jours qui va te permettre de vraiment lancer, mais aussi avoir les bons réflexes, le bon mindset autour de ton podcast pour vraiment partir ça du bon pied. Fait que ça, on offre ça pour les gens. Puis ceux qui veulent avoir des ressources supplémentaires, ben on leur offre les ressources supplémentaires à la fin du challenge. Ceux qui veulent poursuivre avec nous dans l'Académie du podcast par la suite et pouvoir côtoyer des gens aussi exceptionnels que toi, Lucie. Voilà. Oh, mais écoute, c'est trop gentil, Marco. Mais je m'en allais te retourner justement le compliment, te dire, écoute, un gros merci. C'est vraiment des pépites que tu nous as données aujourd'hui. Puis, je pense que, à moins d'être comme moi qui passe mon temps à dire à mon chum, je vais t'abonner à un podcast, tu vas jaser, puis je vais être, à moins que ce soit la conjointe qui pousse quelqu'un, partez votre podcast parce que c'est tellement plaisant d'être capable justement d'avoir cette proximité-là. Puis moi, ben, j'ai suivi le challenge de Marco et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai mon podcast. Puis aujourd'hui, ben, je le désire justement de l'améliorer. Donc, c'est pour ça. J'ai toujours dit à mes entrepreneurs, tu as 2 façons d'apprendre. C'est soit que tu fais des essais-erreurs qui coûtent très cher, et je pense que Marco, tu nous as raconté dans ton parcours que tu en as fait quelques-unes, ou bien tu te fais accompagner, puis ça va beaucoup plus vite, puis on évite
on évite justement. Ça ne coûte pas nécessairement moins cher, mais il y a beaucoup moins de stress. Il y a moins de stress, c'est beaucoup plus vite. Hein, tu vas réussir, puis beaucoup plus vite, fait que tu risques moins de lâcher au bout de la ligne, parce que tu vas avoir un résultat. Tout à fait. Écoute, un grand merci. C'était un grand bonheur de te recevoir aujourd'hui. Donc, je tiens à dire merci aux gens qui nous ont écoutés et qui nous suivent à chaque semaine. Donc, c'est un rendez-vous. On se revoit bientôt. Puis encore merci, Marco. Merci à toi. Merci beaucoup de l'invitation, Lucie. C'est un grand plaisir. Merci tout le monde. Bonne journée.